Donc tu as parlé de Vertigo, Gérard a parlé du Porte-Maya. Je pense peut-être Jean-François pourrait nous dire un mot sur le passage de Motion Builder à Unity, parce que au début du projet, Solidanime était sur Motion Builder, et pendant le projet, ils sont passés sur Unity, qui n'est pas encore tout à fait fini, mais que le passage. Mais peut-être Jean-François nous dire un mot sur les motivations. Donc les motivations, essentiellement, c'était gagner en qualité de rendu, puisque Motion Builder, c'est d'abord un logiciel d'édition d'animation, c'est pas un logiciel de rendu. Donc ça donne pas forcément des images de qualité, c'est un peu son défaut. En revanche, tout ce qu'il y a dedans, c'est qu'il est vraiment prévu pour enregistrer les prises, il y a la gestion du timecode, il y a la gestion de devices externes. Enfin, de ce point de vue-là, il reste encore aujourd'hui utilisé en prestation de service actuellement. Unity, c'est vraiment de la prospective. Hein. Il reste finalement à redévelopper dans Unity tous les outils qu'on a déjà dans Motion Builder. C'est-à-dire pouvoir enregistrer les prises, gérer le timecode. Ça, un moteur de jeu, le timecode, il ne sait pas ce que c'est. Donc il y a plein de normes comme ça utilisées en tournage qui sont à introduire dans une plateforme comme un moteur de jeu. Le gros avantage d'un moteur comme Unity, c'est que c'est une plateforme ouverte et on peut intégrer du code propriétaire à l'intérieur. On peut programmer des modules qui viennent s'insérer dans le moteur. Et nous, notamment, ainsi que d'autres partenaires du projet, on a codé un chroma key dans Unity directement pour s'affranchir des chroma keys externes qu'on utilisait au départ du projet. On utilisait un Ultimate, donc une machine qui coûte très cher, qui fait très bien son boulot, mais qui est une machine qui gère le chroma key, c'est son boulot, et ça gère des flux vidéo. Voilà. Là, on a remplacé du coup la configuration Motion Builder pour produire les images de synthèse, la caméra film, l'Ultimate qui fait le chroma et qui synchronise les deux entrées et qui renvoie vers un moniteur. Là, on n'a plus qu'une seule machine. C'est-à-dire qu'il y a le flux vidéo qui rentre directement sur le PC, le chroma qui est fait à l'intérieur de Unity, et on a aussi codé en fait le fait de pouvoir ressortir l'image composite à travers une carte d'acquisition vidéo directement depuis le PC. Donc on a considérablement réduit la quantité de matériel qu'il fallait pour produire une image live grâce à ce moteur finalement dans lequel on peut tout mettre, quoi. On peut tout recoder dedans. Mais ça reste effectivement encore, il y a énormément de choses encore à coder à l'intérieur de Unity pour avoir la même ergonomie qu'on a aujourd'hui avec un logiciel d'édition comme Motion Builder. Donc on en est là aujourd'hui de l'usage de ce moteur. Et donc on parle de Unity, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres sur le marché, des moteurs de rendu. Il y a le moteur Unreal dont on parle beaucoup. Et voilà, donc c'est vrai qu'on n'est pas limité non plus à cette plateforme-là. Si un jour il y a un moteur qui sort et qui est ultra performant et qui permet de faire des images de très bonne qualité, on peut envisager de changer la plateforme de rendu, quoi. Donc le projet, de toute façon, il a été prévu dans ce sens, du fait que les modules sont bien séparés et il y a un flux de données au protocole OSC qui circule. Et donc il suffit juste de développer après un plugin OSC sur une autre plateforme et on peut réintroduire les données de tracking sur une autre plateforme de rendu. Voilà. Oui, un petit mot sur le moteur Maya. Peut-être dans l'optique, entre autres, ce que tu vas dire, mais entre autres dans l'optique de l'autre problématique qu'on a depuis le début sur ce projet concernant le moteur de rendu, qui est la continuité tournage post-prod. C'est-à-dire le fait que la qualité du tournage, la qualité de la post-prod. Je vais rajouter un petit mot sur Unity. En fait, ça a été un objectif du projet était de développer des technologies interopérables et échangeables entre partenaires. Et il y avait travaillé sur une plateforme commune aussi à l'ensemble du consortium. Et Unity, finalement, a été la convergence de toutes ces technologies et l'exercice d'intégration autour d'une même plateforme a été fait sous ce moteur. Bon, la raison du choix de ce moteur, c'est que beaucoup de partenaires avaient déjà commencé à travailler sous Unity, notamment les académiques, et Polymorph également, dans leurs applications. Et donc, on a pu expérimenter justement cette interopérabilité, la valider, puisqu'on a intégré SolidTrack, on a intégré les cartes de profondeur. En fait, il y a une séquence qui n'est pas encore dans le making-of, mais qui, au travers de Unity, exploite les cartes de profondeur de notre caméra, etc.
Voilà. Donc, alors, la petite différence quand même entre l'usage d'un moteur de jeu, qui est quand même le jeu et la 3D graphique et la vidéo, c'est trois mondes encore relativement séparés. C'est en train de converger. Cependant, il y a ce problème d'interfaçage entre les modeleurs 3D et le monde du jeu, donc qui se fait via fichier, FBX en l'occurrence. Maintenant, cet interfaçage n'est pas parfait. Il y a de la perte en ligne et toutes les modifications qui vont être faites au travers du jeu Unity, qui autorise quand même un petit peu d'édition, ne seront pas directement récupérables et transférable à la post-production, contrairement à la solution de viewport intégré, où toutes les modifications seront apportées au travers du modeleur 3D et resteront dans le format natif de Autodesk et envoyées à la post-production et réexploitables directement à la post-production. C'est la petite différence. Avec, bien sûr, quand on utilise un moteur de jeu, les temps de transfert d'un FBX depuis le modeleur vers mon supportable, mais il y a quelques minutes de transfert, ce n'est pas instantané, contrairement à un travail au sein de Maya. Oui, ça me permet juste de rendre un tout petit hommage à un autre de nos partenaires qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Polymorph, qui est une société d'animation 3D, qui a produit tous les assets, tous les éléments nécessaires au calcul 3D, les décors, les personnages, le petit tigron que vous voyez et le petit singe que vous voyez dans le film sont extraits de leur banque de données. Donc Polymorph a tout fabriqué sur Maya, et ensuite il y a eu un gros travail d'interface avec les diverses plateformes de rendu qui a été relativement important et enrichissant. Et notamment ont apporté leurs compétences autour de Unity également pour cette intégration commune à tous les partenaires, puisqu'ils travaillent énormément autour de Unity dans leurs applications aujourd'hui. Alors avant de passer à la question de l'interactivité, est-ce que vous avez des questions sur le rendu? Oui. Bonjour, alors moi j'avais une question. On a parlé un petit peu lors des séances de prévise d'avoir un rendu de qualité, notamment pour le chef opérateur et pour le travail de la lumière. Et est-ce que, alors, d'après ce que j'ai vu sur les vidéos, est-ce que vous avez essayé d'avoir des textures, un rendu lumineux qui soit intégré aux textures, donc baked, pour éviter d'avoir des gros temps de calcul et finalement un rendu plus rapide sur le terrain, ou est-ce que vous êtes toujours passé par un moteur de rendu plus puissant qui permet du coup de faire bouger la lumière, mais qui nécessite des temps de calcul très importants, par opposition à une lumière plus statique, mais pré-rendue et intégrée dans les textures, donc le rendu baked? Alors, on n'a rien baké, en fait. Là, c'est vraiment le rendu, un pass tracer qu'on a développé. Et l'idée, c'est, de la même manière qu'on a parlé des trajectoires de caméra, on ne voulait pas baker à l'avance, on ne voulait pas baker les lumières non plus, pour pouvoir les modifier éventuellement sur le plateau, en fait. Donc, pareil, ce qu'il faut voir, c'est on utilise un rendu progressif qui est connecté au moteur de rendu OpenGL. Donc déjà, nous, on a fait un travail sur lequel on continue d'ailleurs, mais on a fait un travail pour faire en sorte que le rendu OpenGL soit très proche du rendu final. Il y a forcément des différences, mais qu'on ait déjà un aperçu OpenGL temps réel. Et quand on lance le rendu progressif, c'est un rendu, comme vous avez vu, itératif, et qui fait que ça converge assez rapidement. Évidemment, pour ne pas avoir des petites imperfections, il faut attendre 20 minutes, une heure, ça dépend de la complexité de la scène. Encore que là, la scène n'était pas très complexe. On avait 3 murs et 3 lumières, donc ça convergeait assez vite. Donc au bout de 2 minutes, on avait déjà une image qui était compréhensible, qui permettait d'avancer. Et pendant le temps qui réglait les lumières, qui déplaçait, on a laissé continuer, et au bout de 10 minutes, on avait quasiment l'image finale. Donc l'idée, c'est vraiment laisser la main sur le plateau
Et quand on règle l'éclairage, on est sur une frame, on n'a pas besoin de calculer tout le film. Là, j'avais calculé la séquence complète, mais sur une image, au bout de quelques minutes, on a une bonne visibilité de ce qu'on aura au rendu final. Et je précise que, enfin, pour nous, si on utilise notre système, le rendu final, c'est le même qu'on a amené sur le plateau. Il n'y a pas de distinguo, les réglages, on les garde. Et vraiment, c'est le même moteur qu'on utilise sur la post-production derrière. Pareil, pour le rendu proposé par Technicolor, temps réel, il n'y a pas de bécage. Et la particularité justement de notre algorithmie, elle profite des performances proposées par les GPU et peut gérer quelques dizaines de sources de lumière. Autre question? Non. Alors, on va passer au dernier chapitre de cette matinée. Comme on l'a dit tout à l'heure, plus exploratoire, les questions d'interaction entre les éléments virtuels et les éléments réels. Quand on pense à éléments virtuels et interaction, ça veut évidemment dire des éléments mobiles, des éléments animés. Donc pour ça, nous avons deux universités présentes. Et je vais passer la parole à Bruno Arnaldi de l'INSA de Rennes, qui passera lui-même la parole à Erwan tout à l'heure sur le direct.